Il y a un grand déballage un petit peu à la fois d'effets et de pistes scénaristiques, on pourra développer, pour nous raconter au final une chose qui est assez rebattue, c'est-à-dire voilà, le mal se transmet des parents aux enfants. Alpha, c'est le nouveau film de Julia Ducournau, quelques années après sa Palme d'Or pour Titane, et qui nous raconte l'histoire d'une famille, une mère et sa fille, qui s'appelle donc Alpha, qui vivent dans un monde pris dans une sorte d'épidémie, un virus très dangereux, auquel elle est peut-être exposée au début du film, puisqu'elle se fait faire un tatouage, et au milieu de cette tourmente revient l'oncle de Alpha, joué par Tahar Rahim, qui est a priori contaminé et en tout cas addict et donc très susceptible d'être à son tour contaminé. C'est donc une sorte de film de science-fiction, mais en même temps assez resserré autour du cocon familial, où on va suivre un petit peu ces trois personnages. Les retours cannois ont été très très sévères sur ce film, alors que évidemment, sans que Titane a été un succès unanime au niveau critique ou public, mais voilà, il avait été évidemment consacré par la Palme. Alpha est reparti bredouille, et la réception critique a été tiède, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, est-ce que Alpha est un film si différent des précédents films de Julia Ducournau ? Moi, je trouve un peu quand même... Enfin, c'est une continuité logique, mais elle essaie justement, comme tu dis, elle resserre sur quelque chose où le genre va un peu moins apparaître que dans ces deux précédents films, où elle va avoir plus les scènes chocs qui font tourner de l'œil dans les salles cannoises. Mais en même temps, est-ce que c'est pour le mieux ? Je ne sais pas, parce que du coup, j'ai l'impression qu'elle cherche quand même, dans certaines séquences, à vouloir dire rappelez-vous, quand même, je suis une réal qui fait du genre. Et parfois, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, je trouve. Donc, j'ai l'impression qu'elle essaye de se différencier un peu des deux films, des deux longs métrages qu'elle a fait auparavant. Mais tout en voulant rappeler quand même une certaine identité. Et c'est ce qui fait que ça manque un peu de liant parfois. C'est vrai que sur ce film-là, on peut dire que la partie un peu body horror, qui était quand même assez centrale dans Grave et Titane, passe un peu plus au second plan, même s'il y a des effets un peu de ce type. En tout cas, voilà, cette idée que ce virus qui se propage va transformer directement l'apparence des corps, etc. Mais effectivement, il y a plus peut-être un versant un peu psychologique qui va être investi dans ce film, puisque on comprend que c'est un peu... disons que parmi ce qu'on peut déceler dans ce film assez touffu, il y a cette idée que se transmettrait un petit peu à travers la famille les souffrances des aînés sur la fille. Il y a des séquences qui insistent sur le parallèle entre Alpha et... j'ai oublié son prénom dans le film. Amine, ouais. Merci. Le nom du personnage du coup, de Tahar Rahim. Notamment une scène de nuit où ils se tordent dans leur lit de façon curieusement synchronisée. Ouais. Et voilà, on va dire que l'aspect body horror se met peut-être un peu plus en retrait, même si en réalité la question un peu du cocon familial comme espace, je sais pas comment dire, potentiellement toxique, en fait était déjà quelque chose qui était un peu le bout de la métaphore, à la fois dans Grave où il y avait la relation entre les deux sœurs et avec le reste de la famille dévoilé à la fin. Et voilà, c'est ça, l'idée de transmission d'un mal qui viendrait absolument. Des générations d'avant. Et Titane, évidemment, avec le personnage principal qui devenait plus ou moins le fils de substitution de Vincent Lindon, sa grossesse, etc. Et j'ai l'impression que la Alpha fonctionne un peu dans la même idée, c'est-à-dire il y a un argument un peu... d'horreur ou de fantastique, qui en fait va surtout nourrir un peu cette réflexion autour de la famille, ce qui est aussi une de mes sources de déception à la fois sur ce film-là et peut-être les autres, c'est-à-dire que on sent qu'il y a un grand déballage un petit peu à la fois d'effets et de pistes scénaristiques, on pourra développer, pour nous raconter au final une chose qui est assez rebattue, c'est-à-dire le mal se transmet des parents aux enfants, ou en tout cas de la lignée des parents à celle des enfants. Pas grand chose de très neuf de ce côté-là, quoi. Ouais, clairement. Et en plus, je trouve qu'elle abandonne tellement son truc de body horror qu'elle avait avant en le mettant vraiment au second plan, qui en plus, pour le coup, je trouve est une bonne idée visuelle de base, qui est du coup ce virus. Les gens se transforment en statue de marbre, en fait, ou en ingénieur de Prometheus, c'est au choix, c'est comme on regarde. Un faux air.
Mais c'est un mois de venir, mais en fait, elle n'en fait jamais réellement quelque chose, à part dans une scène avec le personnage joué par Tahar Rahim, avec des fissures, on va éviter de trop en dire pour les gens qui n'ont pas encore vu, mais voilà. Mais en fait, tout le film est vraiment tellement centré sur cette histoire de fissure familiale, avec du coup ces trois personnages, ce trio, que j'ai l'impression qu'elle se perd. En plus, j'ai pas le compte mathématique en tête, mais j'ai l'impression que c'est son film aussi où il y a le plus de dialogue. Et j'ai l'impression que c'est pas une très bonne dialoguiste, parce que j'ai l'impression que tous les dialogues sont fonctionnels. Un peu d'ailleurs comme les personnages en fait, enfin, toutes leurs actions, tout est très fonctionnel je trouve dans le film. Pour te dire, regardez la souffrance, regardez le deuil présumé du personnage ou pas. Du coup, je trouve que vraiment, elle se perd dans tout ça, et du coup, dans ce que tu commençais à dire, dans les divers fils narratifs du film, où je trouve que, ce qu'on disait aussi avant l'émission, il y a un problème aussi de point de vue, je trouve, dans le film, entre ces trois personnages, où tu sais jamais réellement lequel tu vas suivre, mais du coup, en fait, tous sont un peu développés, mais pas totalement, et celui le plus en reste, paradoxalement, c'est le personnage d'Alpha, finalement. Ouais, et je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et tout à l'heure, comme dans les qualificatifs, tu as employé le mot confus. Et je trouve que c'est ce qui génère la confusion, c'est que justement, il y a un côté très textuel, explicatif, et en même temps une volonté de créer un truc un peu organique avec un montage un peu de temporalité qui se croise, pareil, on va pas forcément trop en dire, mais avec un truc, une volonté de perdre un peu le spectateur pour réussir à relier ça au côté trauma familial, etc. Mais du coup, comme la balance est pas la même sur les deux plans, sur le plan de la mise en scène et sur le plan plus scénaristique, je trouve que ça rend hyper confus ce qu'elle veut vraiment faire avec ça et pourquoi elle utilise ce montage-là, ces temporalités-là. Et je suis assez d'accord sur les dialogues aussi. Enfin, et après, peut-être qu'on parlera des acteurs, mais j'ai trouvé que globalement, c'était quand même assez calamiteux. Il y a une scène de repas centrale dans le film avec toute la famille, toute leur famille, avec les parents notamment. C'est quand même pas jojo ce moment-là. Hein. Ouais. Moi, je pensais à la scène dans les toilettes aussi, là. Ah ouais. Wow. Ça se termine par bon, faut que je pisse. Ouais. Et retourne-toi. Mais tu parlais de point de vue, et c'est vrai qu'il y a un truc quand même un peu bizarre, c'est que les trois films du Cournot sont quand même plutôt centrés sur des jeunes femmes, en particulier Grave et Alpha, où c'est vraiment des... Enfin, dans Grave, elle était en école de médecine, là, elle est plus jeune, mais disons, voilà, pas encore des adultes, en tout cas. Et ça me semble un peu un choix étonnant, puisqu'on a l'impression, dans un peu le trio de personnages, que c'est véritablement la mère, donc interprétée par Golshifteh Farahani, qui va davantage avoir un peu de dilemme, puisqu'elle doit composer entre son frère toxicomane, sa fille qui pourrait être exposée, etc., et la relation qui peut se nouer entre eux, alors que Alpha, paradoxalement, est vraiment réduite à, on pourrait dire, un réceptacle de ça, et un personnage, tu vois, là tu parlais de personnage fonction, moi il y a ce truc très bizarre où elle m'est pas du tout sympathique, parce que, en fait, elle fait que remplir le rôle cliché un peu de la jeune rebelle, un peu inconsciente, etc. Ce qui fait que d'emblée, je trouve qu'on a un rapport avec elle où c'est un personnage totalement passif du point de vue de l'intrigue, quoi. Ce qui est assez compliqué du coup de faire en sorte que tout l'arc narratif et émotionnel du film se cheville à ce personnage-là en particulier, quoi. Alors, on dit dans le chat, du coup on a expliqué qu'elle écrivait les dialogues en anglais avant de les traduire. Qui est la prouveuse, là. Quelle curieuse idée. Ouais. Mais cela dit, je pense une des seules idées que j'ai plutôt aimé dans le film, mais qui est assez discrète, ce serait, mais précisément c'est une idée qui aurait du sens que si on est du point de vue de la mère, mais que finalement son frère, dans l'état dans lequel il est, deviendrait aussi un peu une sorte d'enfant à charge. Et au final, les deux deviennent un peu... ils dorment dans la même chambre, un peu comme un frère et sa sœur, etc. Et j'aimais bien cette idée, notamment dans les retrouvailles entre Amine et Alpha, où elle se souvient pas de lui, ils ont un petit jeu avec le couteau, etc. Où il y a un côté un peu chamaillerie d'enfant, etc. Et j'aimais bien cette complicité un peu naissante, qui aurait du sens un peu dans cette idée que finalement, la mère, mais qui est pour le coup vraiment un personnage plus intéressant que celui d'Alpha, cette idée un peu de la mère comme un personnage qui est obligé de tenir la famille elle toute seule. Mais en fait, à mon avis, le souci, c'est aussi que
tout ce fatras un petit peu scénaristique sert dans le projet, je pense, de Ducournau à créer un peu des sensations fortes, des images chocs. Voilà, la bande-annonce, rien que ça, est remplie d'images de cris, de pleurs, de rires, très exaltés en gros plan, et que donc on n'est pas du tout dans un petit peu la finesse des relations qui vont se tisser entre ces trois personnages, etc. Et on pourrait dire qu'ils ont un peu tous leur moment de revirement à 180 degrés qui arrive un peu sans prévenir, quoi. Ah non, c'est clair. Et non, parce qu'en fait, j'ai repensé aussi quand vous mentionnez la scène des toilettes, là, sur ce personnage d'Alpha, qui en plus, c'est Pauline qui en parlait avant, le fait que le film est ringard. C'est-à-dire le fait qu'elle fume des clopes et tout, je sais pas. Elle fume des clopes en cachette. Ouais, vraiment, je sais pas, j'ai l'impression de voir une parodie en fait là, à ce moment-là. Bah ouais. Et en fait, c'est aussi tout le. Enfin, je veux dire, la thématique, c'est un secret pour personne qu'il y a une métaphore du sida et que. Et qu'elle parle de ça, enfin, qu'il y a le parallèle avec le virus, quoi. Mais du coup, j'ai eu un peu l'impression, et en un sens, on m'a fait remarquer que bon, bah, elle a grandi dans justement cette époque-là, un peu du sida boom, là où tout le monde avait peur, et qu'elle retranscrit ça parce que c'est quelque chose qu'elle a dû vivre, l'ambiance en tout cas de peur autour de ce virus. Mais en même temps, ça fait quand même pas mal d'années, voire de décennies, qu'on fait des films autour de la question du sida, et du coup, j'avais un peu l'impression d'avoir un truc en mode comme si elle venait de trouver une grande révélation et que tout faisait très très vieillot finalement dans sa manière d'aborder les choses. C'est du coup les dialogues, les personnages qui en plus sont ancrés dans une temporalité plutôt passée, je dirais, mais on peut pas situer exactement. Ça ressemble aux années 80, quoi. Voilà, c'est ça, vu que ça reste dans un truc un peu de science-fiction. Mais du coup, j'avais l'impression que malgré tout, ça restait assez premier degré dans sa manière de faire. Et du coup, ça m'a donné un peu une impression de ringardise, effectivement. Mais j'ai l'impression un peu que... ce qui vient d'être dit. Cette espèce de... Enfin, on va dire que c'est aussi un des symptômes du fait qu'elle s'inscrit, à mon avis, dans un imaginaire un peu... on va dire, du film de genre et de cinéma en général, qui commence à être assez daté, quoi. C'est-à-dire que le film, là, passe un peu par toutes les métaphores les plus élémentaires du cinéma de genre, c'est-à-dire à la fois le VIH, la transmission, à la fois l'idée de la famille, le passage à l'âge adulte avec cette scène où elle est dans la piscine et du sang se répand autour d'elle, qui fait très, je sais pas, Carrie ou d'autres films autour de cette question-là. Et le problème étant que, un peu pour lier ces différents versants, j'allais dire d'une même métaphore, mais en fait pas vraiment, on va dire ces sillons parallèles que le film creuse, et scénaristiquement elle est obligée d'essayer de tordre son film un petit peu dans tous les sens, de faire rentrer un maximum de personnages. Il y a toute une espèce d'arc secondaire qui pour le coup renvoie directement, enfin plus directement au VIH, autour d'un prof homosexuel qui est joué par Finnegan Oldfield. Qui est peut-être, à mes yeux, le seul acteur qui s'en sort vraiment pas mal dans le film. C'est ça, alors qu'il fait un faux accent britannique. Oui, ça m'a perturbé au début. Mais effectivement, il y a cette idée que le virus, c'est à la fois une réalité presque un peu scientifique. Il y a des scènes où Golshifteh Farahani épluche les bouquins, etc., nous parle de combien de temps il faut attendre avant qu'on puisse vraiment être sûr que quelqu'un a le virus ou pas. Donc, pour le coup, qui renvoie aussi à l'épidémie de Covid, etc., cette idée des tests à faire, etc. En même temps, il y a aussi un côté plus mystique qui est esquissé, mais vraiment de façon un peu curieuse dans certaines scènes où on parle du vent rouge, où certains interprètent la transmission du virus comme une espèce de malédiction ancestrale. Et en plus de tout ça, pour arriver à cette espèce de climax émotionnel, le film s'amuse, tu l'as un peu dit, à jongler entre deux temporalités, l'une étant toute jaune et l'autre étant... toute grise. Toute grise, voilà. C'est vraiment subtil comme film, faites attention. C'est ça. Mais et va essayer en fait dans le dernier tiers du film une espèce de virage un peu plus directement symbolique où ces deux temporalités vont un peu se mélanger et ça devient un peu moins prosaïque la frontière entre présent, passé, etc. Et donc on se retrouve avec une espèce de supplément de confusion ou de tricotage autour d'une série de pistes scénaristiques qui sont déjà elles-mêmes complètement éparpillées. Et donc, en tout cas, moi, pendant le dernier tiers, j'étais beaucoup plus confus que pris par l'élan émotionnel totalement. du film, quoi.
Et je pense qu'il y a une part qui est voulue de cette confusion, et peut-être pour arriver à ce truc un peu choc de en fait, quand tu as compris. Oui, il y a un twist un peu qui se joue là-dedans, quoi. Ouais. Mais en même temps, du mal à voir autre chose que justement une volonté de faire ce twist et de choquer un peu. Et en plus de ça, par rapport à tout ce que tu dis, ça rejoint ce que je disais au début, comme quoi ça manque de liant. Je trouve que c'est valable à la fois dans l'écriture et dans la mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui, prises indépendamment les unes des autres, marchent très bien, parce que en vrai, quand même, Julia Ducournau, elle a un certain nombre d'idées de mise en scène qui portées à l'écran peuvent être intéressants. Et je pense notamment à la séquence presque d'ouverture, dans la soirée là, où du coup c'est sur du Portiched et c'est totalement décalé avec la musique, l'ambiance, et en même temps elle use beaucoup de ralentis. Moi j'aime bien, je trouve qu'elle a plein d'idées intéressantes, mais en fait ça marche dans une séquence, mais quand ça suit avec la suivante, ça perd tout son impact, et elle a du mal à trouver ce truc, je trouve, qui fait que à la fois narrativement et à la fois en termes d'image, ça reste fluide et cohérent sur tout le long. Donc ça fait que que les bonnes idées, elles tombent un peu à l'eau. Et quelqu'un qui dit la colorimétrie vraiment très laide. C'est vrai que bon, c'est pas quelque chose d'agréable à regarder. Après, moi, je trouve que c'est un parti pris qui en soi peut se valoir. Et moi, ça me dérange pas de voir des choses un peu plus laides, esthétiquement parlant, quand il y a l'idée derrière, mais après il y a aussi ce côté où, comme vous disiez, il y a le jaune et le gris, quoi. C'est ça. Mais finalement cette différence aussi d'étalonnage, et pour arriver un peu plus directement sur le terrain, on va dire, des propositions formelles, quoi, de Ducournau, ce qui frappe déjà, c'est que le film est vraiment extrêmement incessant dans la façon dont il propose tout un tas d'effets. Je pense qu'il n'y a quasiment aucune séquence qui n'est pas mise en musique, voire plusieurs moments un petit peu clipesques où le son de la scène disparaît, la musique prend le dessus, parfois sur plusieurs scènes de suite, etc. Et moi j'ai un peu l'impression quand même que globalement son imaginaire visuel, c'est celui, on parlait un peu des années 80, mais on va dire du vidéoclip, quoi. D'ailleurs, la séquence que tu as décrite, ou même la séquence... oui, il y a le foot et la boîte en parallèle. Il y a le foot et la boîte. Sur du Nick Cave. Exactement. Après, il y a Tame Impala qui arrive. Ouais. La playlist est pas mal, mais... Oui, je comprends pas le projet là-dedans. Mais pareil, un peu manque de liant, quoi. Oui, c'est ça. Ça, vraiment, c'est brut, quoi, quand ça arrive. Hein, mais même Titane commençait par ou quasiment, je sais plus, par ce long plan séquence dans l'espèce de salon automobile, là. Il y a cette tentation un petit peu de, je dirais, l'image choc plutôt que de faire une scène, quoi. Et c'est un peu, je pense, ce qui fait que moi je suis totalement désinvesti de ce qui joue émotionnellement, c'est que j'ai l'impression que plutôt que vraiment d'écrire des personnages, d'essayer d'utiliser la mise en scène comme vecteur de sens, quoi, elle se sert vraiment comme de vecteur d'effet brut, qu'elle va lancer comme ça un petit peu au visage du spectateur. La musique, les gros plans, la caméra qui s'agite, la colorimétrie, tout ça fait très c'est comme du tire-larme, mais pour nous impressionner, quoi. C'est un peu ce que disait Nico, quoi. C'est très fonctionnel, quoi. Il y a d'un coup la séquence où elle est dans sa chambre et elle fait une crise d'angoisse, et du coup elle trouve un effet visuel un peu qui matérialise la crise d'angoisse, et voilà, et après on passe à autre chose. Et il y a la séquence où elle veut fuguer de chez elle et où tout se met à trembler pour montrer qu'elle a peur. C'est tout très fonctionnel d'un truc qu'on ressent déjà, mais quand même faut trouver des idées visuelles pour le montrer, et du coup c'est vrai qu'il y a assez peu de spontanéité, quoi, dans le film, pour réussir à s'investir, justement. J'ai même l'impression qu'il y a beaucoup de scènes où finalement il se passe rien du point de vue de l'intrigue, quoi. C'est-à-dire c'est des scènes qui sont purement des supports démonstratifs. Je pense à une scène au début où elle va sur l'échafaudage qui est à l'extérieur de la fenêtre de sa chambre, elle hésite à fuguer, etc. Et on a l'impression qu'elle est prise de vertige, bon, c'est pas très clair. Et en tout cas, la mise en scène s'agite, et finalement elle fait demi-tour, fin de la scène, sa mère va la chercher, fin de la scène. En fait, il se produit rien dramatiquement, mais la scène est là juste comme support au déchaînement un peu d'une sorte de forme très tapageuse comme ça. Tout fait un peu vulgaire, en fait, presque dans la mise en scène, en fait. Donc, t'as la scène je reviens à la scène du repas aussi, quand du coup t'as Raïm à un moment s'évade pour en fait se droguer, et que du coup Alpha ouvre une porte et qu'elle voit sa mère lui injecter quelque chose. C'est vraiment tapageur, c'est grossier, c'est...
Et oui, mais c'est une scène d'ailleurs assez bizarre. Je trouve que c'est une scène qui est mise en musique presque de manière à ce que le son soit coupé, quoi. Parce qu'il y a une musique très forte qui fait que ça recouvre un peu les voix, mais en même temps, tous les dialogues sont là. On a l'impression qu'elle hésite à vraiment faire une scène, ou est-ce qu'elle veut plutôt nous faire un peu la publicité de la scène, quoi. Et il y a un peu toujours ce doute, je trouve, pendant le film, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment vu des personnages et un récit, des enjeux, ou est-ce qu'on a vu leur version poussée à 200%, un peu la publicité émotionnelle du film qui est pas vraiment cachée là-dedans, quoi. Et en même temps, j'ai l'impression que son idée, en tout cas une fois le twist final un peu arrivé, que son idée c'était aussi un peu de faire un film de fantôme, quoi. Et que du coup ça rejoint un peu tout ce truc où les personnages vont être assez effacés, et notamment le personnage d'Amine qui finalement est là et a beaucoup de caractère, mais pas tant caractérisé que ça. Et du coup, c'est peut-être une interprétation que je fais a posteriori, de me dire qu'en fait elle voulait qu'il y ait un peu cette présence fantomatique où il agit pas vraiment dans les scènes, mais il est là un peu en retrait, etc. Mais bon, je sais pas si ça marche, quoi. Est-ce que vous voulez parler de la performance de Tahar Rahim, qui a perdu plein de kilos? Ouais, il a quand même perdu des kilos, donc c'est quand même une super performance d'acteur. Non, enfin, c'est le Joker, quoi. Enfin, t'as vraiment ce côté hyper performatif. Il en fait des caisses. Enfin, le nombre de plans qu'il y a sur sa colonne vertébrale, ouais, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse du tout au cinéma, en fait. Mais j'ai l'impression que ça trahit un peu, surtout comparé à... c'est ça, je pense que c'est ça le vrai titre du film. Surtout comparé à Titan, où il y avait déjà ces plans sur le corps à l'inverse extrêmement massif de Lindon, etc. Cette idée que finalement pour elle, le cinéma se joue que dans l'extrême, quoi. C'est-à-dire dans un sens ou dans l'autre, mais il faut que tout soit toujours poussé à son degré d'intensité le plus extrême. Et je pense que de son point de vue, ça peut créer, je sais pas, une expérience plus viscérale ou plus provocatrice, en dehors des clous, etc. Mais que finalement, pour atteindre cette espèce de niveau d'intensité, elle rejoue beaucoup de clichés du genre. Et à force d'être à fond tout le temps, finalement, le film s'épuise aussi très vite, quoi. Oui, parce qu'en fait, toutes les scènes sont un peu au même degré, en fait, sont tout le temps au même rythme, que ce soit de montage, de musique, de son. Que déjà tu retiens, je trouve, aucune vraie idée développée, parce que même on n'a pas forcément parlé, mais il y a un côté aussi sur le langage, le fait que Alpha comprenne pas sa grand-mère, qui est émissé dans le film, mais qui est jamais vraiment exploité, jusque dans la scène de fin. D'ailleurs on en reparle, mais ça sert pas à grand chose finalement. Et en fait du coup le film tape à l'œil, et en fait tu vis, tu vois chaque scène qui se déroule devant toi, mais tu te dis, bon, encore quel effet je vais avoir devant moi, plutôt que d'avoir une sorte de rythme un peu dans un film un peu réussi, un peu qui vacille, qui va alterner les scènes calmes ou quoi. Je trouve que je trouve ça pas très bien monté aussi. Mais moi franchement je trouve que pour revenir à la perf de Tahar Rahim, au final moi non plus ça m'intéresse pas trop ce genre de perf, mais je trouve que c'est pas forcément celui qui s'en tire le plus mal, parce que comme à mon sens c'est quand même relativement un bon acteur de base, il va faire ses trucs dans les extrêmes, c'est rire en mode le Joker et tout, mais il fait ça je pense bien pour ce qui est demandé, mais je trouve que du coup à côté on demande aussi le même genre de truc à des acteurs qui je pense sont beaucoup moins bons, que ce soit Golshifteh Farahani, que j'apprécie pas forcément comme actrice, et ça dépend des films, mais qui je trouve peut vite être un peu à côté de ses pompes, et les jeunes acteurs, les plus jeunes acteurs qui sont jeunes et qui ont moins d'expérience, et qui du coup ça fait vite vraiment très très cliché, quoi, leur manière de parler, etc., et d'être dirigé. Donc au final Tahar Rahim c'est celui qu'on va le plus remarquer, parce que c'est à lui qu'on demande de faire le plus de presque pitrerie, quoi. Mais je trouve que malheureusement si on demande un peu la même extrême à tous les acteurs, dont certains qui sont peut-être un peu moins expérimentés que lui, ça donne un tout parfois assez gênant, quoi, presque. Ce qu'on n'a pas dit, tu parlais de la langue, ça me fait penser à ça, mais
On peut aussi voir un peu les scènes où Alpha est à l'école et est rejeté par ses camarades, comme aussi une forme de métaphore un peu du racisme, puisque c'est une famille arabe, etc. Ça s'ajoute, on va dire, à la liste des potentiels symboles que le film réutilise. Voilà. Et en même temps, son pote qui s'appelle Adrien, mais qui est plutôt, qui a l'air d'être plutôt typé, il est très bien intégré. Il a l'air bien intégré au reste de la classe, quoi.